Selon les données de la DARES de 2023, près de 45% des travailleurs déclarent éprouver du stress au travail, un chiffre en hausse constante depuis une décennie. En 2022, selon un rapport de l'assurance maladie, les arrêts de travail liés à la santé mentale ont augmenté de 28% par rapport à l'année précédente. Cette situation, si vous êtes coutumier du podcast, ne vous est pas inconnue. Je propose dans ce hors-série de nous interroger non pas tant sur les causes de cette souffrance, mais sur la spécificité française de cette souffrance. Ce qui est intéressant de constater, c'est que cette crise du travail en France n'est pas un cas isolé en Europe. Elle n'est donc pas en soi spécifique. Ce qu'il est, par contre, c'est à la fois le rapport des Français au travail, mais aussi le management français. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cet épisode. D'après une étude de l'EUOSHA de 2023, près de 30% des travailleurs européens souffrent de stress chronique lié à leur emploi. Toutefois, la France se singularise par une prédominance de la détresse mentale de ses travailleurs. Selon une étude du consortium de chercheurs Forum au Futur de 2023, la France affiche l'un des taux de burn-out les plus élevés d'Europe, à égalité avec le Royaume-Uni. Hélène Sultan-Tayeb, qui est économiste, et Isabelle Nidamer, qui est épidémiologiste, montrent dans une étude menée en 2015 à l'échelle européenne que la France arrive en tête en termes de dépression attribuable au harcèlement moral au travail. Sur l'ensemble des cas de dépression des employés, 19% étaient attribuables au harcèlement moral au travail, contre une moyenne européenne d'environ 9%. Et là, je cite Hélène Sultan-Tayeb, elle nous dit que cela semble traduire une spécificité française des modes de management. Alors, qu'en est-il du management à la française? Quelle est la spécificité, on va dire, du management en France? Eh bien, si l'on fait la comparaison des pratiques managériales en France avec des pays comme l'Allemagne, la Suède, l'Italie et même l'Irlande, on se rend compte que cette comparaison, au final, est assez peu flatteuse pour la France. D'ailleurs, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de 2025, qui est non publié, mais dont les résultats ont été communiqués par la journaliste Sarah Lemoine, montre que la France se caractérise par un management très vertical, mais aussi très hiérarchique et peu coopératif. Alors les conséquences de ça, c'est que les salariés français bénéficient d'une autonomie plus restreinte. La confiance envers le management et la direction reste limitée, et renforcée en plus par une hiérarchie marquée. La reconnaissance du travail effectué se fait discrète, voire beaucoup plus discrète, et que ce soit aussi bien en termes d'encouragement, de feedback ou de tolérance à l'erreur. Se sentir nié dans ses compétences ou dévalorisé dans ses contributions est une source majeure de troubles au travail. Quant à la formation des futurs cadres dans les écoles d'ingénieurs et de management en France, elle accorde peu de place à l'étude des dynamiques humaines et organisationnelles. Pour comprendre un peu plus cette spécificité du management français, je vous propose une autre enquête qui a été menée par le magazine Alternative économique en janvier 2024 sur les travers du management à la française. Et cette enquête, elle met en lumière une obsession pour les résultats à court terme, une obsession qui est dictée par des exigences de performance immédiate, ignorant l'épanouissement professionnel. La pression constante sur les objectifs se traduit par une multiplication des procédures de contrôle et de reporting, le tout alourdissant le quotidien des employés français sans nécessairement améliorer leur efficacité. Cette gouvernance par les nombres, pour reprendre les propos d'Alain Supiot, souvent privilégiée au détriment du bien-être des équipes, contraste fortement avec les modèles de management plus participatifs adoptés dans certains pays du nord de l'Europe, où la confiance et la responsabilité sont érigées en principes fondamentaux. Autre problème majeur pointé par cette enquête d'Alternative économique, c'est qu'en France, la progression de carrière repose encore largement sur des critères techniques ou d'ancienneté, conduisant à la nomination de responsables peu préparés à la gestion d'équipe ou encore à l'accompagnement de personnes. Ce management très français s'inscrit dans une stratégie low cost, là encore française, qui abîme le travail. Bruno Palier, que j'ai eu la chance d'accueillir dans un épisode de 0, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po, explique qu'en France, depuis les années 1990, nous sommes obsédés par le coût du travail et par la réduction des cotisations sociales. En 2023, l'État a ainsi financé 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales pour des résultats très mitigés.
Changer de stratégie en envisageant le travail comme un atout et non comme un coût nous permettrait de changer notre regard sur le travail et de protéger, former et accompagner les salariés français afin de produire mieux et non plus, comme c'est par exemple le cas en Suède ou encore en Allemagne. S'il est perçu comme un coût, le travail en France est aussi et surtout envisagé comme un point central de nos vies. La sociologue Fabienne Annick explique à ce sujet lors d'une interview qu'elle a accordée en 2016 que la France est le pays en Europe qui s'investit le plus idéologiquement parlant et axiologiquement parlant dans le travail. Cela signifie que le travail en hexagone est une valeur organisatrice et fondamentale, mais aussi un opérateur social et identitaire. Les Français attendent de pouvoir s'exprimer au travail, de se réaliser, de pouvoir convoquer une part d'eux-mêmes pour permettre l'acte de travail. C'est très particulier à la France, les autres pays européens ayant un rapport plus instrumental au travail, à la sécurité aussi et à la rémunération qu'il permet. Le sociologue Philippe Diribarne, dans son ouvrage La logique de l'honneur qui est sorti en 1989, explique que cette relation particulière des Français au travail est également marquée par une quête de reconnaissance et de statut. Contrairement aux pays anglo-saxons, où le travail est avant tout une transaction économique, la culture française valorise l'idée d'un travail accompli avec excellence et mérite. Avoir un métier en France, c'est appartenir à un corps. C'est s'inscrire dans une tradition dont on doit être digne et dont on doit jouir d'une forme d'autonomie pour être en pleine possession de son métier. Alors qu'une grande majorité des Français affirment qu'ils ne suivront les instructions de leurs supérieurs que s'ils les estiment justes, ils ne sont qu'une petite minorité d'Américains à le faire. Cela s'explique par le fait qu'en Amérique du Nord, l'approche est d'abord contractuelle. Être lié par un contrat définit ce en quoi on s'engage. Ce mode de fonctionnement, caractéristique de la culture française, est ce que Philippe Diribarne appelle la logique d'honneur. Elle repose sur une forte valorisation du statut et de la reconnaissance sociale. Ce rapport à l'honneur engendre une forte pression psychologique sur les salariés qui ressentent le besoin de prouver leur valeur, souvent au prix de leur santé mentale. Pour résumer un petit peu ce que je viens d'évoquer durant cet épisode. L'intensification, les contraintes de contrôle, le manque de reconnaissance ou encore le management par les chiffres sont autant de techniques de gestion pathogènes qui sont familières du management à la française et qui ont des conséquences désastreuses auprès des travailleurs français qui ont cette spécificité d'accorder une place fondamentale au travail dans la construction de leur identité. La crise du travail en France semble alors renforcée par à la fois la spécificité du management français, mais aussi par la spécificité des rapports, ou plutôt du rapport qu'ont les Français au travail. Et au final, des attentes non comblées qu'ont les Français vis-à-vis de leur travail. Mais au-delà de cette spécificité du rapport des Français au travail, cette crise du travail marque, je trouve, l'ouverture d'une question. Est-ce que cette situation est normale ? Est-ce normal que d'après une étude de l'ANACT de 2009, parmi les pays européens, c'est en France que les relations avec les directions sont les plus mauvaises, encore que les sentiments de stress et d'épuisement sont les plus élevés. Est-ce normal qu'en 2022, en France et d'après une étude de la DARES, 36% des personnes qui travaillent ont un motif d'insatisfaction vis-à-vis de leur emploi? Est-ce normal, toujours d'après la DARES, toujours en France, qu'en 2019, 37% des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite? Et là, pour paraphraser les propos de Thomas Périeux, n'est-ce pas la norme qui devient folle? Pour conclure, je souhaiterais vous partager un extrait d'un ouvrage du sociologue Vincent de Goljac, ouvrage intitulé Manifeste pour sortir du mal-être au travail. Dans ce manifeste, Vincent de Goljac propose plusieurs ouvertures, plusieurs actions donc, pour sortir de ce mal-être, et je vous partage un extrait qui se concentre sur une de ces actions. On a tendance à croire qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'accepter ou de partir. La première conduit à incorporer les exigences managériales, à s'adapter. La seconde conduit à se protéger de la maltraitance institutionnelle en s'échappant. Dire non est le moyen de reconstituer des solidarités, des collectifs, des moyens d'agir et de sortir de l'individualisation qui produit impuissance et résignation. Fin de citation. Voilà, c'est ainsi. Et c'est sur ces mots donc, que se termine cet épisode, cette hors-série intitulée Souffrance au travail, un mal bien français.
Vous retrouverez l'entièreté des études ou des articles, des ouvrages que je vous ai évoqués oralement dans le commentaire de cet épisode. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.